Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, on va se pencher sur un cas concret de transformation industrielle. On parlera de drones, de robots autonomes en compagnie de Raphaël Gorgé, PDG du groupe Gorgé. On parlera également Retail Media en compagnie Miracle qui vient d'annoncer, de lancer sa propre solution sur ce sujet. On sera également avec le gagnant des EFI, les prix qui récompensent l'efficacité publicitaire. Cette année, c'est Marcel avec la campagne New is Old pour Back Market. Et puis on terminera dans le monde fourmillant des idées en compagnie de Nicolas Bordas, l'auteur de L'idée qui tue. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Gorgé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Gorgé. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on peut encore dire groupe Gorgé? Parce que j'ai vu que vous allez changer de nom pour vous appeler Excel Technologies. On peut encore dire groupe Gorgé ou pas? On peut encore dire groupe Gorgé jusqu'au 8 décembre, qui est la date de l'Assemblée générale, qui doit se prononcer non seulement sur ce changement de nom, mais sur un certain nombre d'autres transformations importantes du groupe. Mais c'est pas trop difficile quand on hérite d'un groupe familial comme ça de laisser tomber le nom familial? Alors, il se trouve que ce nom familial, c'est moi qui l'avais donné. Le groupe ne s'appelait pas Gorgé au moment où je suis arrivé, mais je pensais que c'était le meilleur moyen d'incarner les valeurs et les caractéristiques d'un groupe familial, d'une ETI industrielle familiale. Mais aujourd'hui, à l'issue de ce recentrage stratégique, c'est bien aussi d'incarner ce changement. Mais le groupe, le nom Gorgé en tant que groupe industriel ne va pas disparaître complètement, puisque notre holding va probablement se rebaptiser Gorgé. Voilà. Comme ça, il y a quand même un lien, une transmission. Oui, tout à fait. L'histoire ne s'arrête pas là. Vous parlez de recentrage. Effectivement, vous avez pris les rênes du groupe il y a un peu plus de 10 ans, je crois, et vous avez commencé à opérer ce recentrage il y a 3 ans environ. Qu'est-ce qui motive ce changement à ce moment-là? Dans quel état est votre groupe? Qu'est-ce qu'il fait et où est-ce que vous voulez l'amener? Alors, j'ai rejoint le groupe familial il y a 18 ans maintenant. Je le dirige depuis une quinzaine d'années et il s'est passé beaucoup de choses au cours des 3 dernières années. En fait, c'est le fait qu'on ait rencontré plusieurs succès dans différentes activités qui nous a amenés à nous concentrer et simplifier un petit peu les choses. Groupe Gorgé, qui est coté en bourse, avait de nombreuses activités. Et en fait, l'élément déclencheur, c'est le succès que nous avons rencontré dans le domaine des drones et de la robotique autonome, avec un très gros contrat qui fait maintenant 500 millions et qui validait 10 années de R&D, qui a récompensé ses efforts. Et ce succès nous a amené à avoir envie de nous recentrer, de nous focaliser sur ces activités-là qui connaissaient du succès, et aussi de donner leur liberté, leur indépendance à d'autres activités, notamment l'impression 3D, qui elle aussi a rencontré son succès en affichant des rentabilités remarquables quand on l'a publié récemment. Dès lors, c'est quoi la stratégie? Vous cédez des activités, vous faites de la croissance externe en parallèle. Comment vous avez procédé? Oui, alors différentes étapes de ce processus qui a commencé il y a 3 ans. On a cédé un certain nombre d'activités. On s'est renforcé dans l'activité robotique et drone en reprenant 100% du capital de notre filiale ECA. Ensuite, nouvelle étape importante, la sortie des activités d'impression 3D. Nous avons fait un spin-off en quelque sorte en distribuant ces actifs à tous nos actionnaires. Donc aujourd'hui, je reste le premier actionnaire de cette activité d'impression 3D, mais elle n'est plus dans le groupe Gorgé. D'accord. Et enfin, étape majeure aussi récente, l'acquisition de la société XBlue, une opération absolument transformante, un investissement de 410 millions d'euros de cette société que nous connaissons bien, qui est dans les mêmes secteurs de ces drones, des systèmes de navigation dans le domaine maritime, etc., que nous allons rapprocher de notre filiale ECA pour devenir le groupe Excel. Alors justement, si on rentre un peu dans le détail de ce que vous faites aujourd'hui, vous évoquez les drones et la robotique, mais on est sur des terrains plutôt militaires aujourd'hui. Ce n'est pas des drones grand public comme... Non. Pas du tout là-dessus, quoi. Tant par leur prix que par leur acquisition. Et chez nous, les drones d'ailleurs, ils volent, mais surtout, ils vont sur l'eau, sous l'eau. Et aussi, on a des robots terrestres. Des robots sous-marins autonomes, finalement. D'accord. Des drones sous-marins. Par exemple, si vous voulez surveiller un gazoduc pour vous assurer que personne ne le piège, il faut envoyer des drones. Donc, c'est des problématiques d'actualité. Si vous voulez déminer des océans, on a vu récemment que c'était un sujet aussi d'actualité, le mieux et le plus efficace, le moins cher, le moins dangereux, c'est d'envoyer des drones. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut considérer les fonds marins comme un terrain d'opération militaire à part entière, presque? Oui.
Tout à fait, et notamment les grands fonds. Les fonds marins le sont déjà depuis longtemps, hein. On en voit des sous-marins depuis des dizaines d'années, habités ou non. Les grands fonds, c'est une problématique qui est nouvelle, qui a été illustrée, mais qui est déjà présente depuis plusieurs années, mais qui, pour la première fois, voit sa concrétisation malheureuse avec les gazoducs. Mais ce n'est pas seulement les gazoducs, c'est l'ensemble des pipelines qui sont au fond, sont les câbles qui fournissent de l'énergie, les câbles qui fournissent de l'information. Imaginez le dommage si un câble qui fait transiter de l'information entre l'Amérique du Nord et l'Europe venait être endommagé. Donc ce sont des vraies problématiques, ça s'appelle le seabed warfare, la guerre des fonds marins. Mais ça veut dire que demain, on peut imaginer des armées de robots du groupe Gorgé, enfin de Hexcel, qui vont comme ça être positionnés pour aller faire de la surveillance ? Et ça va être le cas. Ça va être le cas. Oui, tout à fait. C'est déjà d'actualité et on réfléchit dans le cadre d'ailleurs du plan de relance 2030. Effectivement, les forces françaises et d'autres pays d'ailleurs vont avoir besoin de robots sous-marins capables d'aller jusqu'à 6000 mètres pour voir ce qui se passe et notamment surveiller qu'il ne se passe rien. Quand vous avez commencé à opérer ce virage, vous aviez déjà l'intuition que ce marché-là allait prendre de l'ampleur ? Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait ces efforts de développer toute une gamme de robots dont la particularité est de pouvoir collaborer entre eux. Et l'application la plus connue, la plus ancienne, c'est la robotique pour le déminage. Pour des raisons de danger qu'on imagine bien, on envoie des robots. Et ce qui est nouveau, c'est ce que l'on a vendu à la marine belge et qu'on va vendre sans doute à d'autres marines dans le monde, c'est de faire collaborer ces robots entre eux. C'est-à-dire c'est un navire de surface qui va entrer dans la zone dangereuse, lui seul, un navire sans pilote, donc un drone de surface, qui va lui-même mettre à l'eau d'autres types de drones, 3 ou 4 types de drones différents, qui vont inspecter les fonds marins, détecter les problèmes, les identifier et les détruire éventuellement. Donc on est sur de la robotique qui est connectée entre elles, si je comprends bien. Tout à fait, des systèmes de robots qui collaborent et qui sont capables de prendre des décisions en fonction des différentes situations. C'est une révolution. Et quand vous dites qu'ils sont capables de prendre des décisions, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence artificielle embarquée ? Tout à fait, puisqu'en fait, le propre des fonds marins, c'est qu'il est très difficile de communiquer en temps réel. Et donc, nos AUV, nos drones autonomes, doivent être capables de patrouiller dans une zone qu'on aura définie, identifier un point intéressant et décider, entre guillemets, de s'intéresser un peu plus à ce point, c'est-à-dire de faire le tour, de prendre des images spécifiques. Donc oui, tout à fait, une capacité de décision autonome. Et d'où le rachat de Xblue dont vous parlez, qui je crois est un peu spécialiste de la cartographie. Alors, le Xblue va rééquilibrer nos activités entre défense et civil, ça sera 50-50 à peu près. Ce sont déjà nos partenaires depuis un certain temps. Eux aussi font des drones de surface, plus dédiés aux applications de géosciences, d'océanographie, d'hydrographie. Et ils développent surtout aussi les capteurs, les composants qui équipent nos robots sous-marins, donc ce qui leur permettent de naviguer, de se positionner, les centrales inertielles, les sonars, un certain nombre de systèmes de positionnement. Et même, ils développent d'ailleurs les composants qui servent à faire ces produits. Donc des fibres optiques, des modulateurs, des gravimètres quantiques même, puisqu'on est dans le quantique. C'est vraiment de la très haute technologie. Oui. Et le fait de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur nous permet d'avoir les meilleures centrales inertielles, les meilleurs sonars, les meilleurs robots qui feront les meilleurs systèmes de robots. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez de quantique, vous parlez de robotique, vous parlez de drones autonomes. On a l'impression que vous êtes une société presque plus technologique qu'industrielle au final, ou en tout cas vous changez le regard que peuvent avoir en tout cas certains aujourd'hui encore sur l'industrie. C'est de l'industrie de très haute technologie. Hexcel sera la 5 ou 6e ETI à déposer le plus de brevets en France. Donc on est dans les hautes technologies. Et si nos produits sont très performants, c'est justement parce qu'il y a cette préoccupation de R&D, d'améliorer sans cesse les produits. C'est ce qu'achètent nos clients. Notre société, avant même le rachat d'Xblue, et pour Xblue c'est la même chose, on rencontre des succès à l'étranger. On conquiert des marchés à l'étranger, parfois même avant de convaincre nos clients français. Et ça, on le fait par la qualité et la performance de nos produits. Comment justement vous appréhendez ce marché ? Quelle place est-ce que ce futur ensemble, même s'il est déjà presque quasi consolidé, comment est-ce que vous allez appréhender ce marché et quelle position vous allez pouvoir avoir face à vos concurrents que je connais assez mal le marché pour tout vous dire. Je ne mesure pas qui sont vos concurrents et quelle taille ils font par rapport à vous. Oui. Alors, d'abord, on a des ambitions extrêmement fortes. Les deux sociétés séparées avaient des trajectoires de croissance fortes. Maintenant, une fois réunis, on a 600 millions de carnets de commandes et on a ces perspectives de tous ces nouveaux pays qui vont s'équiper de systèmes de robots.
Donc le marché est assez important et il est émergent. Il faut savoir que le premier client, la Belgique, qui nous a fait confiance, est la marine de référence pour l'OTAN. Donc toutes les marines de référence qui vont ensuite s'équiper vont regarder très précisément ce qu'a fait la Belgique. Donc c'est un marché important. Nos ambitions sont fortes et nos concurrents, pour la plupart, sont des grandes entreprises. Thales est l'un d'entre eux. À qui vous avez ravi, je crois, Xblue, non? Oui, ils étaient effectivement, je crois, intéressés par cette société aussi. Il faut savoir que Thales ne fabrique aucun robot. Ils vont acheter des robots chez des concurrents, d'ailleurs parfois étrangers, pour proposer une solution complète. Nous sommes la seule entreprise au monde à avoir l'ensemble des robots qui permettent de constituer ce système de robots quand il s'agit de déminage, mais ça sera aussi le cas pour l'hydrographie. C'est un peu le pari que nous avions fait il y a 10 ans. Xblue est notre partenaire d'ailleurs depuis de nombreuses années là-dessus et l'ensemble formé me semble particulièrement solide et bien armé. Vous décrivez très bien la façon dont vous avez opéré la transformation de votre entreprise et du groupe familial. Comment est-ce qu'on embarque les collaborateurs dans un projet de cette ampleur? Comment est-ce qu'on ne les perd pas en chemin quand on cède d'un côté, on achète de l'autre et qu'il y a une espèce de mouvement perpétuel comme ça? Alors, il y a deux situations. Il y a les collaborateurs qui font partie du projet sur lequel on se concentre aujourd'hui. Eux, je pense que comme moi, comme tous les cadres ou chaque salarié, ils sont assez enthousiasmés par ce que l'on construit. Oui, bien sûr. Et puis, il y a les sociétés dont on s'est séparés et on ne les abandonne pas. Parce que c'est pas parce que les activités sont moins intéressantes. Elles ont des perspectives différentes et on ne peut pas tout faire non plus une fois que les affaires ont pris de l'ampleur. Mais l'impression 3D, je continue à être président et continue à être très impliqué sur l'avenir de la société qui lui aussi est très porteur. Maintenant, c'est vrai que j'ai nommé un nouveau manager pour s'en occuper. Je ne peux pas tout faire, ouais. Mais je suis convaincu que les salariés de l'impression 3D sont tout aussi contents de leur perspective et contents de leur nouveau manager qui s'occupe même sans doute plus que je ne le faisais d'eux. Donc, je crois que ce qui est important avant tout, quand vous allez travailler dans une entreprise, ce qui vous motive, c'est aussi les perspectives de l'entreprise en tant que telle. Les décisions, qui sont parfois des décisions d'actionnaires, transforment pas non plus les perspectives. Ce qui est important, c'est d'être positionné sur des bons marchés avec des bons produits. Et c'est ça qui assure la pérennité. Hein. Et là-dessus, je crois qu'on a la chance de s'être positionné sur l'ensemble de nos activités avec des marchés qui ont des belles perspectives et des beaux produits. Quand j'ai préparé cette interview, j'ai lu partout cette phrase. C'est un groupe technologique à forte culture entrepreneuriale. Comment ça se traduit concrètement dans la culture de vos équipes et comment vous l'insufflez? Je pense qu'en l'espace de 3 ans, on s'est plus transformé que n'importe quelle entreprise en 30 ans. On va plus vite. Et cette culture entrepreneuriale, elle vient aussi de la structure du capital, d'une entreprise familiale, où finalement les décisions ultimes, elles sont prises très très vite. Moi, ça peut être une mauvaise chose, mais ça a aussi des avantages. J'ai pas peur de perdre mon job, parce que en contrôlant la majeure partie du capital, je prends des décisions qui m'engagent, qui engagent le capital familial, et dont je devrais assumer les conséquences, non seulement au prochain trimestre, mais l'année prochaine, et encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc ça permet d'être responsable, efficace, réactif. Ça fait partie d'un certain nombre de qualités qui nous permettent d'aller plus vite, d'être plus agile et effectivement de remporter parfois des succès face à des grands groupes qui ont d'autres avantages, très nombreux, mais pas ceux-là. On parle souvent d'ETI sur Bismart et souvent la réflexion qui revient quand je m'entretiens avec des chefs d'entreprise qui dirigent des ETI, c'est finalement on parle un peu trop de start-up, un peu trop des grands groupes et pas assez des ETI. Vous partagez cet avis? Moi, j'ai juste une petite réserve par rapport à ça. C'est l'enthousiasme autour des startups dont on ne parle jamais de la rentabilité ou du chiffre d'affaires. On est bien d'accord. Les startups sont des entreprises comme les autres et on peut décider d'investir pendant une phase longue. L'investissement R&D dont je vous parlais a duré 10 ans avant de porter ses fruits. Donc, je comprends bien cette logique d'investissement long. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier à la fin que le but d'une entreprise, c'est d'avoir un business model efficace qui permette de dégager une rentabilité pour payer ses salariés, réinvestir dans la croissance, la R&D, etc. Mais ça, on ne peut pas y déroger, quels que soient les modèles économiques. Après, il y a la question du cycle, du temps nécessaire pour y arriver. Mais je trouve qu'on a un petit peu trop tendance à mettre de côté ces problématiques. Moi, j'entendais récemment
un chef de jeune start-up qui subissait un petit peu le contexte nouveau pour lui. Et il ne voulait pas qu'on lui parle d'EBITDA parce que c'était anxiogène. Mais voilà, à la fin du mois, il faut payer les salaires. Voilà. Et ça, c'est une donnée avec laquelle on ne peut pas transiger. Donc, je trouve que c'est enthousiasmant d'avoir des nouvelles entreprises. Il y a des startups formidables. La société Exotech, qui est une startup Elle est industrielle, incroyable. c'est une vraie entreprise qui croît très vite. Et donc, ça, c'est absolument formidable. Avec d'autres modèles, c'est vrai que, alors peut-être que je commence à être un petit peu ancienne école, mais j'ai plus de mal à comprendre la logique et les valorisations. Vos ambitions là pour Excel Technologies, c'est quoi ? Alors on pense que d'ici à l'horizon 2025-2026, on pourra doubler le chiffre d'affaires et porter l'EBITDA à un taux de marge de 25%. Donc des ambitions extrêmement fortes. Il est aujourd'hui un petit peu en dessous de 20%. Ouais. Et le chiffre d'affaires, le dernier chiffre d'affaires publié des deux entreprises cumulées était aux alentours de 250 millions en 2021. Merci beaucoup Raphaël Gorgé, c'est tout le bien qu'on vous souhaite, PDG du groupe Gorgé, donc encore pour quelques temps, et puis sans doute bientôt donc Excel Technologies. Merci. Merci. On poursuit cette émission en parlant de Retail Media en compagnie de Jean-Gabriel Demourgue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président exécutif de Miracle, en charge de Miracle Connect et des solutions de croissance. On va rappeler que Miracle, c'est le leader mondial des solutions logicielles de marketplace. Et justement, il n'y a pas longtemps, vous avez annoncé vous lancer sur le segment du Retail Media avec une solution qui s'appelle Miracle Ads. Moi, je voulais savoir si ça voulait dire que vous alliez changer votre positionnement, passer d'un fournisseur de solutions de marketplace à une ad tech. Oui, alors je vous remercie de rappeler cette annonce importante que Miracle a faite il y a 2 semaines. Et donc, comme vous le disiez, Miracle est le pionnier de cet écosystème de marketplace en proposant des solutions logicielles de marketplace à destination des distributeurs et des sites e-commerce. Donc, ça fait plus de 10 ans que Miracle travaille avec un portefeuille de plus de 300 clients partout dans le monde, certains que vous connaissez sûrement très bien, Leroy Merlin en France, Carrefour, Macy's aux États-Unis, pour les aider à développer ces programmes de marketplace. Et donc en travaillant main dans la main avec nos clients au quotidien, on est évidemment à l'écoute de leurs besoins et de leur feedback pour les aider à continuer à développer leur activité. Et évidemment, un sujet qui est tout à fait d'actualité maintenant depuis quelques temps et qui revient régulièrement dans les discussions qu'on a avec nos clients, c'est le sujet du retail média. Et donc le retail média, qu'est-ce que c'est, hein ? Oui. C'est simplement l'ensemble des dispositifs publicitaires que les distributeurs mettent à disposition des marques ou des vendeurs marketplace, en l'occurrence, pour leur permettre d'opérer leurs dépenses marketing. Et donc, fort de ces remontées clients et de ces discussions avec nos clients, effectivement, Miracle, depuis quelques mois maintenant, a travaillé au développement d'une solution qui s'appelle Miracle Ads, et donc qui vise à permettre à nos clients de mettre en place des dispositifs de retail média. Donc effectivement, comme vous le soulignez, c'est un nouveau produit, c'est une nouvelle solution, mais qui s'inscrit complètement dans la continuité de ce que Miracle a toujours fait depuis des années pour poursuivre le développement et l'accompagnement de l'activité de nos clients sur leurs activités de marketplace. À quoi va ressembler cette offre exactement ? Alors, Miracle Ads, en fait, c'est 2 choses. C'est une technologie, et évidemment, comme on le disait, Miracle, c'est une société technologique, c'est une société qui développe des logiciels, et donc c'est une plateforme technologique qui va venir se brancher sur la solution Miracle Marketplace pour permettre justement de commercialiser auprès des annonceurs l'inventaire publicitaire de nos clients, l'inventaire publicitaire qui est sur leur site internet. Mais c'est aussi une offre de service, une offre de régie publicitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les clients qui le souhaiteront pourront nous confier la commercialisation de leur inventaire auprès des annonceurs. Donc on pourra les accompagner afin que les marques ou les vendeurs marketplace qui vendent des produits sur les sites de nos clients
puissent opérer leurs dépenses publicitaires via la solution Miracle Ads. Est-ce que ce n'est pas plus compliqué de faire du retail média sur des marketplaces dans la mesure où on peut avoir plusieurs vendeurs en tout cas qui vendent le même produit? Alors, vous mettez le doigt sur un point effectivement qui est extrêmement important dans la façon dont on développe une solution de retail média, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Miracle a souhaité justement développer sa propre solution, puisqu'en étant au cœur de cet écosystème des marketplaces et en étant l'un des pionniers, Miracle sait parfaitement comment fonctionne le système des marketplaces et quelles sont toutes ses spécificités. Et donc vous en citiez une en particulier qui est extrêmement importante. Le concept d'une marketplace, c'est que plusieurs vendeurs, des vendeurs indépendants, des vendeurs tiers, peuvent proposer le même produit au consommateur final. Et donc ça a des implications évidemment extrêmement importantes dans le fonctionnement d'un dispositif de retail média, puisque les règles d'allocation de l'inventaire publicitaire, les règles de répartition des revenus publicitaires ne vont pas être les mêmes. Et donc c'est pour ça que la solution Miracle Ads que nous avons développée nativement, je dirais, a été conçue pour prendre en compte toutes les spécificités du programme d'un modèle marketplace et donc fonctionner parfaitement dans ce contexte-là. Vous-même, vous êtes arrivé chez Miracle il y a quelques mois, vous êtes passé avant cela chez Casino, Amazon. On sent bien que le retail média intéresse à la fois les pure players Internet, mais aussi les distributeurs comme Carrefour, qui a annoncé récemment développer une offre avec Publicis. Carrefour, vous venez me dire que c'était votre client, vous allez être concurrent de votre client? Alors, Carrefour, effectivement, vous le rappelez, a fait une annonce récemment sur le fait de s'engager aussi sur ce champ du retail média, ce qui pour nous est une excellente nouvelle qui effectivement prouve, s'il en était besoin, qu'il s'agit d'un sujet qui est brûlant dans l'actualité des distributeurs et de manière générale du e-commerce. Comme je vous le disais, la solution que Miracle a développée, on pense véritablement qu'elle répond aux attentes spécifiques de nos clients pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, et c'est évident, Miracle est la société qui a développé à la fois la technologie qui permet d'opérer la marketplace et puis la technologie de Miracle Ads. Donc ça veut dire que ça va être une intégration qui va être extrêmement simplifiée pour nos clients, extrêmement rapide, là où généralement l'intégration d'une solution de retail média peut être un processus relativement long et compliqué. Par ailleurs, le fait que cette solution soit intégrée, elle va permettre directement de donner l'accès à l'ensemble aux milliers de vendeurs marketplace de nos clients dans une même interface, à l'interface où ils gèrent leurs activités, leurs opérations de marketplace, et demain l'interface dans laquelle ils pourront aussi gérer leurs dépenses de marketing et leurs dépenses publicitaires. Donc on pense que c'est vraiment cet ensemble d'aspects qui font toute la spécificité de la solution Miracle Ads, et c'est en ça qu'elle va répondre aux besoins de nos clients. Et puis un dernier point important, c'est le consommateur final, puisque le consommateur final, il est exposé à cette publicité à travers son parcours d'achat, et nos clients ont évidemment à cœur de préserver l'expérience de ce consommateur final et de lui exposer les publicités qui sont les plus pertinentes. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y gagne, le consommateur final? Et alors, justement, pour développer la solution Miracle Ads, Miracle s'est appuyé sur la technologie d'une société qui s'appelle Target to Sell, que Miracle a racheté il y a 6 mois, mais qui elle-même travaille depuis plus de 10 ans dans l'univers de la personnalisation et la pertinence des résultats de recherche et du merchandising sur les sites Internet en utilisant l'intelligence artificielle. Et donc, Miracle a intégré la technologie de cette société de façon à faire en sorte que les publicités qui seront affichées au consommateur final soient les plus pertinentes possibles, et par ailleurs, donner le contrôle ou laisser le contrôle à nos clients, aux opérateurs de marketplace, sur la qualité des publicités qui seront affichées. Et donc ça, c'est un point qui pour nous est extrêmement important, et c'est pour ça que dans ce dispositif, cette solution Miracle Ads, on a vraiment pris soin
de prendre en compte les besoins à la fois de nos clients, des opérateurs de marketplace, des vendeurs eux-mêmes et puis du consommateur final. Le retail média, c'est quelque chose qui est encore assez récent, ça doit avoir, on va dire 4-5 ans max. Est-ce que vous pensez, quelle est la perspective de croissance de ce marché, comme vous la voyez-vous? Est-ce que ça va être une vague aussi puissante que ce qu'on a pu connaître avec l'apparition du search ou du social media? Alors absolument, ça c'est un point qui était extrêmement important puisque le retail média en 2021, c'était déjà 100 milliards de dollars de revenus publicitaires. Et avec une croissance très forte, en 2026, le marché du retail média est attendu à 160 milliards de revenus publicitaires. Et donc c'est effectivement l'un des segments du marché publicitaire qui est le plus dynamique aujourd'hui. Et tout simplement parce que les distributeurs, les sites e-commerce, les marketplaces cherchent de nouveaux moyens de monétiser leur trafic, de nouveaux moyens de monétiser leur audience, et avec des solutions publicitaires qui sont pertinentes, donc qui sont au plus proche de l'acte d'achat. Et il s'agit de ça, puisque le consommateur, à travers sa navigation, va être exposé à des publicités relatives aux produits qui pourraient l'intéresser. C'est un marché qui reste trusté par des géants comme Google, Meta et Amazon, qui doivent avoir à peu près les 2/3 du marché aujourd'hui. Il y a de la place pour les autres? Alors, absolument. Et c'est tout l'objet de la mission de Mirakl, au-delà du retail média, de mettre à disposition des distributeurs, des acteurs du B2B, des sites e-commerce, des outils technologiques, des solutions logicielles qui leur permettent justement de grossir, se développer, trouver des nouveaux relais de croissance. C'est vrai avec le modèle marketplace, qui aujourd'hui est un modèle qui croît 2 fois plus vite que le modèle e-commerce traditionnel, et donc qui permet justement à tous ces distributeurs, eux aussi, de trouver des relais de croissance et de batailler à armes égales avec d'autres géants de la tech. Et puis, on pense évidemment que ça sera vrai avec la solution Mirakl Ads, qui va rajouter une nouvelle corde à l'arc, justement, de nos clients, de tous ces distributeurs, de tous ces retailers qui cherchent évidemment à développer leur activité. Et comment vous allez mesurer la performance? Alors, la performance, c'est évidemment un sujet qui est extrêmement important sur ce type de dispositif. Mirakl est une société technologique qui développe des solutions qui sont basées sur la data, et donc qui va mettre à disposition à la fois de nos clients et évidemment des annonceurs, donc que ce soit les marques ou les vendeurs marketplace qui vont déployer leur budget marketing via cette solution, tout un ensemble d'indicateurs de performance des campagnes marketing, d'indicateurs d'amélioration de la conversion, et puis au final d'indicateurs de ROI sur ces campagnes marketing. L'intérêt du retail média, c'est que vous pouvez avoir un tracking extrêmement précis de la performance de toutes les actions publicitaires que vous menez, puisque vous êtes capable de savoir si 1 euro que vous avez investi a converti en une vente, et donc vous avez une plateforme qui vous permet d'ajuster en fonction, de manière extrêmement flexible, en fonction des objectifs que vous vous fixez et en fonction de la performance de telle ou telle campagne. Je voudrais qu'on termine avec une question d'actualité. Il se trouve que Mirakl est une licorne et qu'il ne vous aura pas échappé que le gouvernement s'est fixé un objectif de 10 licornes françaises en bourse d'ici 3 ans. Est-ce que vous vous sentez concerné par cet appel à la cotation? Alors, la cotation, c'est un moyen pour les sociétés d'avoir accès au marché des capitaux. Donc, en soi, c'est une option qui est évidemment sur la table pour Mirakl et qui fait partie de la trajectoire de développement d'une société comme Mirakl. Aujourd'hui, toutes les options sont sur la table. Je rappelle que Mirakl est une société aussi qui a fait 2 levées de fonds importantes sur les 2 dernières années, en 2021 et en 2020. Donc aujourd'hui, on n'a pas de calendrier précis, et évidemment, toutes les options pour le développement et l'avenir de Mirakl sont sur la table. Merci beaucoup Jean-Gabriel Demeaux. Je rappelle que vous êtes vice-président exécutif de Mirakl.
Tiens, on va parler efficacité publicitaire maintenant, puisque c'était les EFI cette semaine, les prix de l'efficacité publicitaire. J'accueille Thomas Clairet, bonjour. Bonjour. Vous êtes planeur stratégique à l'agence Marcel Worldwide, récompensé donc du Grand Prix EFI en début de semaine pour votre campagne New is Old Back Market. Les EFI, je le disais, ça récompense l'efficacité publicitaire. Ça veut dire concrètement que cette campagne, ce travail que vous avez mené, a un impact direct sur le business de Back Market. Oui, tout à fait. Après, c'est l'impact mécanique de la publicité. Ça s'applique un peu plus particulièrement à ce cas particulier, parce que c'est une nouvelle catégorie et une nouvelle marque. Je ne sais pas si vous êtes capable de me citer d'autres acteurs du reconditionné. Je vais sécher là. Voilà. C'est la première preuve de l'efficacité de la publicité. C'est que Back Market a pris pour elle, en tant que marque, le développement de cette catégorie. Et du coup, la communication, en travaillant la notoriété de Back Market et les vertus du reconditionné, a permis effectivement de développer et le business et la perception même du reconditionné chez les Français, qui est quelque chose qui est en croissance assez forte, pour plein de raisons, pas que du fait de Back Market, mais du contexte économique et de la sensibilité aux enjeux sociétaux qui se développent, bien entendu. Comment est-ce qu'on mesure ça, concrètement, cet impact qu'on a? Ça se mesure. C'est vrai que c'est super dur de mesurer l'efficacité de la publicité, notamment son efficacité longue durée. Mais pour le coup, comme on travaille pour Back Market depuis 3 ans, on peut supposer que les chiffres qu'on mesure à l'année 3 sont le résultat de tout le boulot des mois précédents. Et Back Market peut mesurer littéralement son chiffre d'affaires et se comparer à la dynamique du marché. C'est là où on peut stipuler que l'accélération de Back Market par rapport au reste du marché est le signe que la communication a aidé à faire de la marque un moteur un peu de cette catégorie en France. Puis il y a des indicateurs très classiques comme la notoriété, où là, ça peut être créé par beaucoup d'éléments, dont le bouche à oreille, mais quand on gagne 10, 20, 30 points de notoriété d'une année sur l'autre, c'est forcément l'impact de la publicité. Alors, vous avez, vous le disiez, lancé la plateforme de communication New is Old il y a 3 ans. Tout à fait. Quel est le brief du client à ce moment-là ? Le brief du client, en fait, il est pour le coup dans la raison d'être de la création de cette entreprise, qui avait pour ambition de combattre l'obsolescence programmée, puis d'aider les gens à adopter d'autres modes de consommation. Donc, le brief, c'est comment je raconte cette entreprise, mais comment aussi je fais changer les gens un petit peu de comportement, parce que demander aux consommateurs d'acheter chez Back Market reconditionné plutôt que X ou Y autre marque ailleurs, c'est pas juste demander d'aller plutôt chez Darty que chez Fnac, c'est vraiment adopter un nouveau comportement. Donc la question s'est posée de contre quoi on se bat. Et finalement, c'est une espèce de montagne culturelle qui est le rapport que les consommateurs ont au neuf, qu'il faut déconstruire en apportant différents arguments très rationnels ou plus émotionnels ou même plus sociétaux, comme l'impact environnemental, en l'occurrence de cette catégorie. Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est que vous n'êtes pas positionné juste sur une marque, une efficacité produit, où vous avez voulu en fait changer complètement le rapport des Français au reconditionné. Exactement. Et c'est donc faire complètement muter un marché en fait. Oui, et c'est pour ça que en fait, Back Market n'a fait que faire la promotion de la catégorie avec ses propres attributs, mais c'est très vite copiable d'une marque à une autre ou d'un modèle à une autre, le nombre de jours de garantie ou le fait de pouvoir changer d'avis ou les prix, etc. Donc, ce qu'a fait Back Market, c'est de prendre le leadership en fait de cette catégorie, et le leadership culturel, au sens où c'est effectivement amener une nouvelle façon d'aborder la consommation de produits électroniques. Et pour ça, vous êtes parti d'arguments très concrets en fait. Oui, le premier, ça reste le prix, mais il a fallu quand même construire un petit peu aussi la familiarité de cette catégorie et de lever des freins sur la confiance notamment. Et cette dernière année, en fait, on a justement fait une étude auprès d'un panel de Français pour identifier toutes les barrières, toutes les motivations qui pouvaient, selon le rapport des gens à la catégorie, selon certains segments,
les motiver à considérer en fait cette catégorie. Donc, il y a le fait d'avoir une assurance, le fait de pouvoir changer d'avis, le prix, bien entendu, qui est un des premiers moteurs, et comme je disais, l'impact environnemental. Mais sur le prix, par exemple, c'est intéressant de se dire qu'il y a plusieurs façons de raconter le sujet. Soit on se dit, j'achète le téléphone dont je rêve, moins cher, reconditionné. Soit, pour le même prix, j'ai un budget, moi, je peux m'acheter aujourd'hui un téléphone neuf qui a telle vertu, ou je peux m'acheter un téléphone plus performant, parce qu'il sera reconditionné, et tout en ayant un impact environnemental beaucoup plus positif. Au final, cette campagne que vous avez menée donc, pendant 3 ans pour Back Market, c'est 10 films télé, 80 formats originaux, digitaux, 25 affiches, 7 spots radio. Ouais. Comment on travaille pour rester à la fois pertinent et créatif avec un tel volume ? Alors, c'est une très bonne question. C'est le gros challenge créatif d'arriver à articuler tous ces messages qui sont, encore une fois, très sérieux dans le fond. Et de le faire d'une manière distinctive, avec une tonalité qui est propre à Back Market. On aime bien qualifier cette approche d'une personnalité un peu mi-clown, mi-punk, mi-pirate. D'accord. Et on a trouvé du coup une écriture, c'est une rhétorique qui est la même pour tous les formats vidéo notamment, qui prend des contre-pieds sur la manière de jouer avec la publicité en fait. Pour le coup... effectivement, on assume complètement d'être dans une pub, d'être là pour vendre quelque chose, mais on le fait en mettant les gens de notre côté, en utilisant l'humour. On a saupoudré aussi un peu toutes nos campagnes de référence de pop culture, avec des caméos, des interventions comme Julien Lepers notamment, ou le maestro de Il était une fois la vie pour parler de développement durable. Donc c'est tout ça c'est un gros travail en fait. Effectivement créatif pour donner un cadre qui soit très très distinctif et qu'on soit sûr à chaque fois que Back Market soit identifié comme l'émetteur de ce discours-là et qu'au final, tout en racontant des preuves ou des éléments de produits ou de services, on contribue à rendre cette catégorie, encore une fois, plus désirable et plus familière, simplement plus accessible au plus grand nombre. Le recours à la pop culture, c'est pour rassurer le consommateur, se dire que finalement, il est dans quelque chose qu'il connaît déjà et qu'il n'est pas en train de faire une innovation, une rénovation, enfin une révolution, quelque chose de complètement incongru quand il va chez Back Market. Alors ça joue 2 rôles. Ça apporte juste de la connivence, puisque on détourne en même temps un petit peu des codes de la publicité. Encore une fois, je disais, on se met du coup au niveau des gens. Et donc ça crée une forme de confiance. Et au-delà des références pop culture, le rôle de la pub, c'est de créer de la familiarité pour les marques. Donc tout ce qui vient accélérer ce genre de choses, parce qu'en fait, il y a très peu de communication qui vend ou qui convainc. La communication, ça fonctionne en créant de la familiarité simplement pour les marques. Et du coup, effectivement, tous ces éléments qui parlent aux gens, qui peuvent créer de l'attention, voire de l'émotion, etc., contribue du coup effectivement à créer de la familiarité et pour la marque et en l'occurrence là, dans ce cas-là, d'une nouvelle catégorie aussi. À la fin de ce travail, quand vous faites le bilan, tous les objectifs fixés ont été atteints ? Oui. Après, oui, tous les objectifs ont été atteints. Il y a une dynamique qui est très forte sur le marché, donc il y a un appétit aussi de la société, des consommateurs pour ça. La pub n'est pas le seul moteur, mais tous les indicateurs, effectivement, les ventes ont été multipliées par 6 en 3 ans. La notoriété a pris 35 points de notoriété aussi en 3 ans. Donc voilà, tous ces indicateurs confirment une dynamique dans laquelle la marque s'est inscrite et que les investisseurs du coup ont suivi, puisque Back Market a un peu fait la preuve auprès du grand public de l'intérêt des gens pour cette catégorie. Et même les dernières levées de fonds, en l'occurrence de la société, montrent qu'il y a une confiance dans la marque pour développer une catégorie qui a un avenir dans notre contexte économique, avec des considérations sur la déconsommation, etc., les façons plus responsables de consommer aujourd'hui. Et quand on regarde tout le volume et tout ce travail que vous avez fourni depuis 3 ans, quel a été le point d'orgue pour vous, le truc que vous retiendriez ? Eh bien, je dirais que c'est la dernière campagne, la dernière partie de cette campagne qui est notre opération Hack Market,
qui est une opération à vocation RP, où on est allé s'amuser à hacker, entre guillemets, les Apple Store. Pas parce que Apple est un méchant, mais parce qu'il incarne effectivement le neuf. Et du coup, voilà, on s'est amusé en utilisant leur technologie AirDrop à aller au dernier endroit où on a la possibilité d'essayer de faire changer d'avis un consommateur en lui donnant les arguments, en l'occurrence là sur le côté responsable, l'impact environnemental de l'achat du reconditionné par rapport au neuf, qui était une opération assez ambitieuse, assez audacieuse, pas facile à monter. J'imagine bien, dans les coulisses. Donc, qui a demandé beaucoup d'énergie, d'investissement, d'efforts, de discussions avec les avocats, etc. Et qui a vraiment concentré, en l'occurrence, toute l'audace et de l'agence et de notre client aussi, qui est là pour faire bouger les choses. Justement, vous parlez de l'audace de l'agence. Qu'est-ce qui fait que cette agence est audacieuse? Comment ça se traduit concrètement? Ça se traduit par le fait de prendre des risques. Alors, on est dans la communication, on va pas raconter n'importe quoi, mais prendre des risques, c'est essayer de changer les choses, de prendre les gens à contre-pied, d'essayer de pas forcément suivre les conventions, d'un marché. Et là, en l'occurrence, dans le cas de Hack Market, il y avait un petit risque quand même que ça marche pas, qu'on nous critique pour le faire, que Apple s'énerve un tout petit peu. Ils se sont énervés ou pas? Non, ils ne se sont pas du tout manifestés. En l'occurrence, il faut savoir que 40% du marché du reconditionné, c'est des téléphones Apple. Donc, ils ont un intérêt aussi. Donc, enfin, ils ont un intérêt. De toute façon, voilà, ils sont dans une position où il n'y a pas grand-chose qui les inquiète a priori. Et puis, on l'a fait le jour du Earth Day. Et le reconditionné apporte quelque chose à la consommation, donc c'est difficile d'aller à l'encontre. Et puis ça n'a pas été très très méchant, c'est plus un pied de nez, un peu gentil. Et on a vu que, y compris des fans d'Apple sur les réseaux sociaux, saluaient l'opération, parce que tout ça est de bonne guerre et de bon esprit, on va dire. Vous disiez donc objectif atteint, oui. Désormais. Le Grand Prix EFI. Bon, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire maintenant avec Back Market? C'est quoi l'avenir de la relation une fois qu'on a rempli tous ces objectifs? Alors, en l'occurrence, l'avenir, il va être dans les mains d'une autre agence, puisque Back Market a fait récemment un appel d'offres pour remettre en jeu son budget. Maintenant, c'est nos cousins, copains de Buzzman qui ont pris le flambeau. Et du coup, on leur souhaite qu'ils continuent l'aventure avec autant de succès. Merci beaucoup Thomas Clairet. Je rappelle que vous êtes planeur stratégique chez Marcel Worldwide. On termine cette émission en compagnie de Nicolas Bordas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président international chez TBWA Worldwide et auteur de ce livre que j'ai là, L'idée qui tue, c'est aux éditions Erol. Alors c'est une réédition augmentée après la première qui date d'il y a 13 ans. Mais qu'est-ce qui n'allait plus avec la première, dis-moi? Voilà, actualisé et augmenté. La première se portait pas mal, sinon je pense que l'éditeur ne m'aurait pas demandé d'en faire un deuxième. Et en plus, je ne pensais vraiment pas réécrire un livre, parce que comme c'est un livre qui analyse comment les idées deviennent idéologie au cours des siècles, fondées sur la politique, la religion, la culture ou l'économie, je m'étais dit, au moins celui-là, je l'écris une fois, c'est pour la vie. Et en fait, je me suis aperçu de deux choses. La première, c'est que les exemples avaient vieilli, ça c'est clair. Un certain nombre d'exemples qui étaient super neufs en 2009 sur Obama, Sarkozy, Facebook, n'étaient plus forcément d'actualité. Mais par contre, la charpente est la même. Donc, les 10 commandements qui sont devenus les 10 secrets n'ont pas trop bougé. Et puis, ça m'a permis d'ajouter 2 chapitres auxquels je tenais beaucoup. Un chapitre sur les communautés et les réseaux qui se sont beaucoup développés depuis 10 ans. Donc, ça m'a permis d'écrire un chapitre complètement neuf sur ce sujet-là. Et enfin, un chapitre qui s'appelle L'idée qui nous guide, qui, lui, est né du travail que je fais au plan mondial avec un certain nombre de leaders chez nos clients sur leur ligne éditoriale sur les réseaux sociaux et qui m'a permis d'écrire ce chapitre où chacun va trouver l'idée qui le guide, en plus de trouver l'idée qui guide sa boîte. Alors, le livre s'appelle L'idée qui tue. C'est quoi une idée qui tue?
L'idée qui tue, j'ai gardé le titre aussi parce que certains m'ont suggéré de l'appeler l'idée qui sauve, parce qu'en vrai, les idées qui tuent sont des idées qui sauvent. Mais j'ai gardé la unique selling proposition, comme on dit dans le jargon des publicitaires, durablement. C'est à la fois l'idée qui réussit, c'est the killer idea chez les anglo-saxons, c'est une idée qui réussit de manière incroyable, qui a un pouvoir formidable de conviction. Mais c'est aussi un hommage à la disruption. Cher à Jean-Marie Dru, notre chairman adoré, parce que l'idée qui tue, c'est l'idée qui tue une idée reçue. Au fond, chaque idée a un pouvoir subversif, chaque idée a la capacité de modifier l'état existant. Et donc l'idée qui tue, c'est pour dire que les idées qui réussissent le mieux, ce qui est prouvé dans mon livre, mais au-delà de ça, sont celles qui utilisent le mieux leur pouvoir de subversion. Subversion, ça vient du latin, c'est faire passer dessus ce qui était dessous, c'est révéler quelque chose. Et donc plus votre idée révèle ce qu'elle résout, ce qu'elle transforme, ce qu'elle modifie dans la perception que les gens ont des choses, que ce soit en politique, que ce soit en matière religieuse, culturelle ou économique, plus elle a de potentiel de s'imposer durablement, faire système en quelque sorte et s'imposer comme idéologie. Vous avez dit idée qui sauve, et c'est vrai que c'est un peu le préambule du bouquin, c'est-à-dire vous parlez du réchauffement climatique et de tous les bouleversements qu'on est en train de connaître. Vous pensez que ce sont les idées qui vont sauver le monde ? Et oui, et non seulement je le pense, mais vous allez pouvoir le vérifier, c'est incontestable. C'est-à-dire que, premièrement, on ne se rend pas compte à quel point les idées nous guident. Et donc, on devrait enseigner les idées dans les écoles. C'est-à-dire que ce soit dans la consommation, que ce soit en matière politique, c'est l'idée que vous vous faites du produit que vous achetez, c'est l'idée que vous vous faites de la personnalité politique pour laquelle vous votez, qui vous guide. Et en fait, même si on a beaucoup progressé sur les biais cognitifs, merci Olivier Sibony et d'autres d'avoir été un peu les porte-parole, donc on a beaucoup progressé là-dessus. Il n'empêche que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont, entre guillemets, manipulés par leurs propres idées, par leurs propres convictions, qu'ils ne remettent pas forcément suffisamment en cause. Donc en fait, il y a un vrai problème de prise de conscience du système, en fait, de ce que Edgar Morin, à la suite de Teilhard de Chardin, appelait la noosphère, c'est-à-dire cette atmosphère où ces êtres vivants qu'on appelle les idées vont de cerveau en cerveau. Donc il faut comprendre ça. D'ailleurs, le premier titre du livre, c'était Les plombiers de l'immatériel, c'est la révélation de comment marche la noosphère. Bon, Errol m'a dit que c'était pas une bonne idée d'appeler un livre Les plombiers parce que je ne serais pas placé au bon endroit à la FNAC, mais en l'occurrence, c'était quand même ça l'idée. Et puis, pour aller dans le sens de votre question, le monde n'a jamais autant besoin d'idées nouvelles, mais surtout de créer le désir par les idées. Parce que le pouvoir des idées, c'est un pouvoir éclaireur dans la totalité du champ. D'ailleurs, souvent on parle d'idées lumineuses, comme d'une idée qui éclaire, mais au-delà d'être éclaireuse, c'est-à-dire lumineuse, d'éclairer le chemin, elles créent aussi l'adhésion. L'éclaireur, c'est celui qui part avant et les troupes suivent derrière, en quelque sorte. Et donc, si on veut créer le désir d'une société différente, il faut communiquer l'idée et recréer le désir de cette société au travers des produits, des services, des comportements qui vont permettre d'avoir le plaisir de vivre dans un monde éventuellement plus sobre et non pas simplement de se voir imposer ce monde. Mais c'est une question d'idée ou c'est une question d'innovation et de disruption ? Parce que si l'idée reste à l'état d'idée, il ne se passe pas grand-chose in fine. J'adore votre question. La réponse est doublement oui. C'est à la fois la question d'idée, mais forcément, l'idée doit être incarnée par quelque chose. Donc, ça ne se situe pas que sur le plan des idées. Mais enfin, à un moment donné, si vous voulez construire une centrale nucléaire, il faut changer d'idée que les gens se font du nucléaire. Donc, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, vous ne réussissez jamais une innovation si vous ne permettez pas à cette innovation d'arriver dans le champ et de réussir. On vient de voir à l'instant Back Market. C'est une formidable idée exprimée de manière super simple. New is old. On ne peut pas faire 3 mots. Il y a Just Do It qui a réussi à faire 3 mots. Bon, on a fait aussi Think Different pour Apple, il y en avait 2, mais c'est quand même super court, super clair, et ça impose un nouveau système d'idées qui autorise le succès ensuite concret, j'allais dire, de l'offre matérielle si on est dans le monde économique. Mais c'est pareil en politique, c'est-à-dire qu'il faut d'abord, la politique c'est d'abord un combat d'idées avant de se faire élire, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas élire sans idées, même s'il y a beaucoup de votes contre et pas assez de votes pour, donc ça fait aussi partie des grands enjeux de la société, c'est recréer du commun. Or la communication, le rôle même de la communication, l'essence même de la communication, c'est créer du commun. Et donc il faut créer plus d'idées qui créent plus de commun si on veut mobiliser les gens autour des nouveaux produits-services qui seront mieux pour la planète. Comment on fait pour créer plus d'idées ? C'est quoi les conditions qui peuvent favoriser la naissance de nouvelles idées aujourd'hui ? Voilà, alors il y a plusieurs choses. Il y a un point que je n'aborde pas trop dans mon livre, il y a d'autres livres
qu'il aborde sur comment avoir des idées. Donc je vous recommande par exemple l'excellent livre de Yaron Herman, sur le pianiste Yaron Herman sur le sujet, qui est un bouquin génial sur comment avoir plus d'idées chaque jour. C'est pas du tout le sujet de mon livre. Le sujet de mon livre, c'est comment est-ce qu'une idée va pouvoir exprimer le maximum de son potentiel pour devenir dominante et faire système. Et en fait, je montre dans les 10 commandements, je ne vais pas tous vous les faire, je vous rassure, mais qu'il y a des éléments qui sont d'ordre structurel de l'idée, c'est-à-dire que l'idée a une fois pour toutes, qui sont liés au contexte dans lequel l'idée est née, qui sont liés à la valeur intrinsèque subversive de l'idée, qui sont liés au porte-parole de l'idée et qui sont liés à la manière dont l'idée rentre dans le champ, la première fois qu'elle apparaît en quelque sorte. Et ça, c'est pour la vie, parce que vous le faites une fois. Et puis, il y a, bonne nouvelle, 6 autres dimensions qui sont liées au marketing de l'idée. Comment je joue les mots, comment je joue les images, comment je joue l'histoire, le storytelling, comment je joue les preuves de l'idée, comment j'utilise les médias ou pas, bien ou mal, et comment je cultive mes communautés. Donc c'est ça que j'aborde dans le livre, c'est comment maximiser les chances que son idée devienne dominante et dure une génération, voire des siècles. Oui, mais comment vous faites pour ne pas perdre l'idée au profit de la communication de l'idée et du marketing de l'idée? Et oui, c'est très intéressant votre point, parce qu'en fait, derrière, il faut revenir à l'essence même de l'idée. Il faut comprendre son idée, en fait. Souvent, je dis aux créatifs, ton idée est géniale, mais maintenant, on va essayer de la comprendre, de comprendre qu'est-ce qu'elle modifie. Le pouvoir transformatif de l'idée. Autrement dit, ce que je recommande à tous, parce que ce livre n'est pas un livre du tout de pub ou même de communication uniquement pour les étudiants en com, même si je suis ravi qu'il soit très recommandé par les professeurs qui ont raison de continuer. Mais ce livre, c'est pour quelqu'un qui a quelque idée que ce soit, une idée d'association, une idée de nouvelle entreprise. Donc je l'ai vraiment pensé pour qu'il soit utilisable. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont remercié pour ce livre, c'est ce qui m'a encouragé à continuer, parce qu'ils ont créé leur assos ou leur boîte en utilisant les quelques conseils très pratiques qui sont dans ce livre. Donc au fond, il faut revenir à la valeur subversive de l'idée, c'est-à-dire qu'est-ce que l'idée transforme. Autrement dit, qu'est-ce qu'elle établit de neuf? Ça, les gens ont tendance à le faire naturellement, parce que quand on a une idée, on voit tout de suite son potentiel de nouveauté. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle transforme d'avant? Et ça, c'est une question que les gens ne se posent pas suffisamment. C'est ce que dans la méthodologie de disruption, on appelle la convention. Thomas, d'ailleurs, qui est un ancien de la maison TBWR, en parlait tout à fait bien il y a quelques minutes. Et donc, c'est de se poser la question de qu'est-ce que mon idée change? Quel est l'élément transformatif? Et parfois, on se dit, mais ah ouais, elle change ça, mais peut-être qu'elle devrait changer autre chose. Et à ce moment-là, on réoriente l'idée différemment. Donc pour maximiser les chances que son idée soit efficace, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il faut chercher son pouvoir subversif, c'est-à-dire ce qu'elle transforme et comprendre quel est le déclencheur qui fait que subitement les gens vont être d'accord avec ce que vous leur dites. Vous dites qu'on a besoin de plus d'idées aujourd'hui, peut-être plus que jamais, et en même temps on est dans un monde d'hypercommunication, notamment avec les réseaux, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup d'idées partout, tout le temps, en permanence. Ouais. Comment on fait le tri? Alors c'est un vrai problème. On a trop de petites idées court terme et pas assez de belles idées et de grandes idées à long terme. Et donc c'est pour ça qu'il faut revaloriser le statut de l'idée dans la société. C'est-à-dire que alors il y a des think tanks en politique, il ne faut pas exagérer, il n'y a pas rien. Mais on ne donne pas assez de place. Et les journalistes parfois ne donnent pas assez de place au contenu des think tanks pour aller chercher plutôt la facilité du court terme et de la petite phrase de l'homme politique sur un commentaire. Mais à part vous, heureusement que vous êtes là, mais vous mettez de l'eau à mon moulin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Donc il faut redonner le désir de l'idée, mais encore faut-il comprendre l'importance des idées. Donc c'est pour ça que le point de départ du livre, c'est de faire comprendre aux gens l'importance de mieux comprendre les idées en général. Est-ce que n'importe qui peut avoir une idée? Oui, absolument, mais tout le monde a des idées tout le temps. C'est-à-dire que vous pensez à vos prochaines vacances, vous allez avoir une idée de vos prochaines vacances. Vous pensez à ce que vous avez envie d'acheter pour Noël à vos enfants. Vous avez oui, mais ça ne va pas transformer le monde, ça, pardon. Oui et non. Ça peut se discuter, parce que tout contribue à la transformation du monde. Donc les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc la manière dont vous allez ou pas acheter plus ou moins responsable vos prochaines vacances en y allant en train plutôt qu'en avion, ou les jouets en faisant attention à l'endroit où ils ont été produits, par exemple. Est-ce qu'ils ont été transportés par avion du bout du monde ou pas? Ce sont des petites choses qui changent, mais évidemment, il y a des micro-idées et des méta-idées. Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas parce qu'il y a plein d'idées qu'elles se valent. Et donc, tout l'intérêt, c'est de comprendre les courants, en fait. Si je reprends l'analogie climatologique, en quelque sorte, de la noosphère, si on dit que la noosphère, c'est comme l'atmosphère, mais pour les idées, dans la noosphère, il y a des courants qui passent. Et donc, ces courants emmènent des idées, renforcent certaines idées, et au contraire, peuvent tuer des très bonnes idées qu'on reverra peut-être dans 20 ans parce qu'elles sont sorties à un mauvais moment, emportées par un courant défavorable. Et donc, c'est vrai que le métier des communicants, c'est de comprendre ces courants-là pour pouvoir inscrire ces idées
et leur donner le maximum de potentiel d'éclosion dans le bon courant, en quelque sorte, de la noosphère. Donc oui, il faut avoir le maximum d'idées, repérer celles qui ont plus de puissance que les autres, soutenir les bonnes idées des autres, aussi. Arrêter d'avoir une dimension ultra possessive. C'est mon idée, c'est moi qui l'ai fait. Et au contraire, avoir une logique beaucoup plus altruiste qui est c'est notre idée commune. Et si on crée plus d'idées fortes communes, je pense que la planète ira mieux. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement incarné par une personne? Ou il faut quand même qu'il y ait un porte-parole? Alors ça aide, c'est pas nécessaire. Il y a quelques idées dont on ne retrouve pas forcément trace de l'émetteur, que ce soit dans le monde économique, que ce soit dans le monde politique, où des idées arrivent parce qu'elles sont mûres, voire elles éclosent à plusieurs endroits en même temps. C'est temps, un émetteur est très utile parce qu'il accélère l'idée, il lui donne un crédit s'il y a un crédit de l'émetteur, au point que parfois d'ailleurs on crédite des gens qui ne sont pas les auteurs des idées. Il est connu aujourd'hui et prouvé que Einstein a piqué des idées à Poincaré et tout le monde crédite Einstein de bonnes idées que ce pauvre Poincaré a eu, sauf qu'il n'avait pas le même crédit qu'Einstein à l'époque. Donc, mais tant mieux pour l'idée quand même. Cumuler Poincaré plus Einstein, c'est plutôt bien pour que l'idée puisse percer. Donc c'est bien d'avoir un émetteur ou un porte-parole qui n'est pas forcément d'ailleurs le créateur de l'idée. On peut chercher d'autres porte-paroles. On pourrait dire que d'une certaine manière, j'ai pris l'exemple tout à l'heure du fait que les Français, à juste titre, de mon point de vue, sont devenus pro-nucléaire. Alors, chose que j'avais quand même écrite en 2009, c'est vérifiable, car il reste encore quelques exemplaires de l'étiquette 2009 que vous pouvez vous arracher sur Amazon ou sur eBay. Et donc je disais en 2009 que le nucléaire redeviendrait en odeur de sainteté du fait du réchauffement climatique. C'est ce qui s'est passé, mais pour parler d'un porte-parole, Jean Covici, en France, joue un rôle majeur en la matière. Hein. C'est lui qui cartonne le plus sur LinkedIn. Il n'y a pas eu de plus grosse percée sur LinkedIn que Jean Covici dans l'histoire française de LinkedIn. Quoi. Même Macron a été moins rapide pour percer sur LinkedIn que Jean Covici. Donc voilà, donc un porte-parole qui n'est pas spécialement EDF ou autre, mais qui a contribué considérablement au crédit d'idées. On voit donc que des porte-paroles externes peuvent aider des idées à percer. Il y a 10 commandements à la fin. Ouais. S'il ne fallait n'en retenir qu'un. Ce serait maximiser la valeur subversive de votre idée, c'est-à-dire comprenez ce que votre idée transforme pour appuyer là où c'est efficace, c'est-à-dire là où votre idée change les choses. Donc c'est donc le chapitre 2 sur les 10 commandements, c'est le deuxième secret des 10 commandements qui pour moi est le plus important. Merci beaucoup Nicolas Bordas, je rappelle que vous êtes le vice-président international de TBWA Worldwide et votre livre L'idée qui tue, c'est aux éditions Erol. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, on se retrouve vendredi prochain. D'ici là, vous avez rendez-vous lundi avec Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart.